Merci. Monsieur Lurton. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'utiliserai également le titre de ce texte, Instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, pour vous poser ma première question. J'aurais voulu savoir en quoi ce projet institue-t-il de nouvelles libertés. Pour ce qui me concerne, il existe un fait très concret dans notre pays vers lequel nous devons tous faire converger notre réflexion. Nous ne pouvons tolérer 3,5 millions de personnes privées d'emploi et les derniers chiffres qui viennent de nous parvenir ne sont pas faits pour nous rassurer. Ils traduisent à eux seuls l'échec de votre gouvernement. J'avais parfaitement compris, Madame la Ministre, dans la première version de votre projet, en quoi vos propositions étaient susceptibles de redonner confiance aux entreprises et de relancer l'emploi des salariés. Aujourd'hui, dans sa version 2, je souhaiterais que vous puissiez me préciser quelles sont les mesures de relancer l'emploi et comment. Le Premier ministre insistait au début du mois de mars sur le fait que le CDI devait devenir la règle et concluait en affirmant que cette loi, c'était plus de visibilité pour les entreprises et plus de protection pour les salariés. Pouvez-vous nous préciser en quoi cette version édulcorée de toute proposition novatrice donne plus de visibilité aux entreprises et plus de protection aux salariés? En quoi, Madame la Ministre, cette loi s'adresse-t-elle aux petites et moyennes entreprises, comme l'affirme encore le Premier ministre, alors que tout passe par la négociation syndicale et que dans ces entreprises, les syndicats sont peu ou pas du tout représentés? Enfin, Madame la Ministre, ma dernière question porte sur l'apprentissage. Le Président de la République s'est fixé comme objectif de parvenir à 500 000 apprentis à la fin de son mandat. J'ai bien compris que votre projet de loi prévoyait un certain nombre de points sur l'apprentissage dans ses articles 32 à 37. J'ai bien compris aussi qu'il prévoyait une revalorisation des carrières des maîtres d'apprentissage, mais je ne vois pas comment ce projet de loi va permettre d'atteindre les objectifs fixés par le Président de la République en matière d'apprentissage. Je vous remercie. Merci. Madame Carré-Comte. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. J'aurais deux questions à vous poser. De nombreux économistes universitaires et syndicalistes et politiques dont je fais partie considèrent qu'une des solutions efficaces pour lutter contre le chômage serait aujourd'hui de poursuivre et d'amplifier le mouvement de réduction du temps de travail tel qu'il avait été amorcé par la gauche en 1997. Je voudrais comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement tourne le dos à cet objectif, à cette ambition, en choisissant à l'inverse de favoriser l'augmentation du temps de travail, notamment en facilitant par l'accord d'entreprise la possibilité de diminution du taux de majoration des heures supplémentaires, en facilitant le dépassement de la durée quotidienne et hebdomadaire du temps de travail ou encore en mettant en place les accords dits offensifs de maintien dans l'emploi. Pour ma part, je vois dans cette logique une véritable régression et un contresens économique et social par rapport au contexte qui nous préoccupe par rapport au chômage. Ma deuxième question concerne le référendum qui pourrait être organisé à la demande des organisations syndicales qui atteindraient 30% des suffrages. Vous avez dit dans votre introduction comment est-ce que cela pourrait être considéré comme une régression. Je ne comprends pas aujourd'hui comment est-ce que l'on peut présenter cette disposition de cette manière. Il ne s'agit pas d'être par principe opposé à toute forme de référendum, mais on sait très bien que cela dépendra aujourd'hui des sujets et des contextes dans lesquels ces référendums seront impliqués. Or, on sait très bien avec le texte qui est proposé que des référendums se tiendront demain, portant sur des choix cornéliens pour les salariés, augmentation du temps de travail ou baisse de la rémunération, contre menace de suppression d'emplois ou de délocalisation. Alors quelle liberté des salariés s'exprimera dans ces conditions? Je crois que pour qu'un référendum soit véritablement l'expression de la liberté de toutes les parties, il faut qu'il y ait égalité entre tous et non pas lien de subordination, comme ça sera le cas de toute façon dans ces référendums. J'y vois donc là également une autre régression parmi d'autres sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir longuement dans les débats en commission et dans le débat parlementaire. Merci. La parole à Monsieur Sancy. Madame la Présidente, Madame la Ministre, en premier lieu, je suis assez impressionné par le flou des objectifs qu'on a beaucoup de mal à retrouver dans la somme des articles que vous avez donnés. J'aurais simplement deux questions à vous poser pour illustrer cet état de fait, avec un petit préambule sur la question du titre 1 et de la liste des quelques droits fondamentaux qui sont listés. J'ai du
mal à comprendre comment vous en citez quelques-uns. Vous reprenez la question de la dignité, vous prenez la question des données personnelles, mais il aurait s'agi en fait de répéter la Charte européenne des droits fondamentaux des salariés qui s'applique et qui, avec votre projet de loi ou non, s'appliquerait de toute façon. Donc c'est pas une nouveauté et on a l'impression que c'est un peu, pardonnez-moi l'expression, mais c'est pas personnel, c'est un peu de l'esbrouf en matière de droits fondamentaux, tout simplement, puisqu'ils existent déjà et qui sont protégés. Je voudrais dire un mot sur le fameux article 6 et sur les restrictions de manifester ses convictions religieuses. Alors je ne fais pas partie de ceux qui vous accusent de faire rentrer le communautarisme dans l'entreprise, parce que ce n'est pas le cas au travers de ce projet de loi. Par contre, je suis très étonné de la façon dont ça a été rédigé et je voudrais vraiment que vous me donniez une réponse sur vos objectifs en la matière. La jurisprudence est très claire là-dessus aujourd'hui, et vous êtes en deçà de la jurisprudence pour ce qui concerne le pouvoir des employeurs. En gros, aujourd'hui, pour arriver à aboutir à une restriction de ces droits, il faut que la question, ou en tout cas que l'expression soit liée à la tâche à accomplir, il faut qu'elle soit également proportionnée au but recherché, ça vous l'avez marqué, et il faut également qu'elle relève d'exigences essentielles et déterminantes au bon fonctionnement de l'entreprise. Vous avez retiré les exigences essentielles et déterminantes, vous avez retiré la question des tâches à accomplir. Quel est votre objectif exactement? Et enfin, juste une question, pardonnez-moi, j'ai été un peu long. Vous indiquez: la loi détermine les conditions et limites dans lesquelles les conventions et accords collectifs peuvent prévoir des normes différentes, et en cas de conflit de normes, la plus favorable s'applique aux salariés si la loi n'en dispose pas autrement. C'est d'une grande ambiguïté, parce que là, vous faites référence dans ce qui est écrit à la loi supplétive. Je voudrais une réponse claire. Est-ce que vous êtes, oui ou non, d'accord avec le fait qu'un contrat d'entreprise puisse être plus défavorable qu'un accord de branche? Monsieur Gilles. Oui. Merci Madame la Présidente. J'avais deux interrogations. La première porte sur les principes essentiels du droit et du travail qui... dessus. Moi, je trouve que le travail qui a été fait est excellent et que, visiblement, il satisfait à peu près tout le monde. D'ailleurs, avec Gérard Cherpion, on a proposé de faire la même démarche pour la formation professionnelle, c'est-à-dire aider tout le monde à se repérer. Mais si on le met en délibération, on va être amené à le modifier. Donc, je ne comprends pas bien le travail qu'on va être amené à faire et le statut que va avoir ce travail. Et je m'interroge, pour tout dire, sur la nécessité de l'inscrire dans le texte. Sinon, je voudrais évoquer aussi le CPA, qui va regrouper, on l'a compris, le compte personnel de formation, qu'il faudrait quand même consolider, mais qui marche plutôt bien, le compte pénibilité, qui a déjà des impacts sur le compte formation, puisqu'ils sont liés, et puis un compte engagement citoyen. De surcroît, il faut le rappeler, le texte va l'élargir aux travailleurs indépendants, et j'ai cru comprendre que l'article 22 aussi proposait de l'élargir, et donc d'élargir le CPF à l'ensemble des agents publics, mais de procéder par ordonnance. De surcroît, et c'est ce qu'on n'avait pas réussi à faire au moment du CPF, de proposer une surdotation pour les personnes qui sont infra niveau 5. Là, j'avais une petite question, donc de 400 heures pour toute personne qui n'a pas un niveau 5, et d'augmenter aussi le crédit à 40 heures. Moi, je proposerais de passer à 48 heures pour les autres. Mais je me demandais, a priori, donc ça se cumule pour les personnes. Elles ont les 400 heures, et chaque année, puisque ça concerne le même public. Mais ma vraie question, c'était de savoir si on ne devait pas envisager de marquer vraiment que le compte d'activité est un compte-temps, et dans ce cas-là, je ne vois pas comment on ne peut pas mettre dedans le compte épargne-temps. Peut-être que techniquement, ce n'est pas encore prêt, mais avec deux possibilités. On peut déjà externaliser vers la Caisse de dépôt et consignation, puisque ça existe déjà, ce compte épargne-temps pour certains, et éventuellement un deuxième niveau qui serait de généraliser, de rendre le principe du compte épargne-temps généralisé et externalisé dans un compte à la Caisse des dépôts. Donc, je voudrais savoir si on pouvait commencer à avancer sur ce sujet. Merci, Monsieur Gilles. Monsieur Viala. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre.
Je veux vous dire que votre texte a suscité 3 grands espoirs. D'abord parce qu'il s'est inscrit dans cette période très compliquée que vivent tous nos territoires, toutes nos entreprises et tous nos salariés. Et ensuite parce qu'à grand renfort de médias, vous l'avez présenté justement comme la solution à tous les maux du moment. Donc premier espoir, on s'attendait à ce que ce texte résolve les problèmes. Deuxième espoir, on s'attendait également à ce qu'il soit l'occasion d'une vraie discussion sur le rôle et la place du travail dans notre société et sur le rôle et la place des acteurs les uns envers les autres, entreprises, salariés, etc. Et troisième espoir, on s'attendait à ce qu'il déverrouille enfin la marche vers l'emploi en donnant de la lisibilité aux entrepreneurs. À l'arrivée, moi j'ai très peur qu'il se confine à 3 grandes déceptions. La première, c'est qu'entre la version 1 et la version 3, à ce qu'on m'en dit, on a affaire à 2 textes complètement différents. Le premier recueillait l'aval d'un grand nombre d'acteurs. Le dernier semble avoir contre lui à peu près tout le monde. Et si j'en crois les discussions de cet après-midi, malheureusement, ça se confirme. La deuxième déception, c'est que la méthode que vous avez prônée et qui est en fait au cœur de ce texte, qui est la méthode de la négociation, montre son échec avant même que le texte n'arrive au Parlement, puisque vous venez de passer des semaines et des mois à discuter avec les uns et les autres et qu'il n'y a aucun consensus qui se dégage. Et la troisième, c'est celle de la temporalité. Moi, je vous ai entendu à plusieurs reprises dans votre exposé liminaire évoquer la date de 2019 pour que nous puissions voir les premiers effets de la réforme. J'ai bien peur que d'ici là, on ne soit plus à 4 ou 5 millions de chômeurs, mais à 6 ou 7 ou 8, et que beaucoup d'entreprises aient disparu des écrans radars. Alors moi, j'ai 3 questions. Rapidement, pouvez-vous nous citer cet après-midi une avancée du texte dans son état aujourd'hui pour le salarié, une avancée du texte dans son état aujourd'hui pour les PME-TPE, et je voudrais que vous nous disiez de manière